Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Aujourd'hui, Graines de Curieuse reçoit Marie Marsilia qui habite à Évillars. Son regard pétillant laisse deviner une femme positive et pleine d'ouverture. Née à Delémont il y a 44 ans, elle a ressenti très vite l'envie de quitter le Jura. Elle a été employée de commerce chez des avocats avant de se mettre à voyager, ce qui l'a inspirée à devenir éducatrice de la petite enfance. Elle a étudié à Lausanne avant de travailler dans des crèches. Mais c'est l'amour qui l'a amenée à Bienne, où cette maman de 2 jumeaux de 3 ans dirige la crèche L'Enfantaisie. Dans ce podcast, elle explique la pédagogie mise en place depuis 12 ans déjà. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Marie Marsilia, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler de mon parcours professionnel en tant que directrice de crèche. Une crèche qui s'appelle L'Enfantaisie, qui est située à Bienne donc, et que j'ai créée de manière indépendante en 2007. Des aléas, des nuits sans sommeil, enfin c'est un 3e bébé que j'ai créé depuis cette date-là et qui me pousse tout le temps vers une ouverture à la créativité et à faire autrement peut-être que les autres crèches dites traditionnelles, mais qui n'est pas forcément toujours évident au quotidien parce qu'il y a du monde à gérer. En tant que directeur, on est au front avec les parents, avec forcément le bien-être des enfants qu'on accueille. On y viendra, je pense, aux parents, ce serait aussi de parents à parents, comment tu leur parles. Absolument. Et puis, évidemment, les employés, donc c'est aussi une grande part, parce qu'on a une grande équipe de 16-17 personnes. Comment t'es venue l'idée de fonder une crèche ? Je suis venue m'installer à Bienne en 2001. J'ai cherché du travail d'abord en tant qu'éducatrice. C'était un peu compliqué parce que, étant jurassienne et en ayant habité quand même en francophonie, en Romandie, j'ai pas forcément étudié le suisse allemand. Et en venant m'installer ici, c'est vrai que la majorité des endroits, des institutions sont plutôt dites suisse allemandes que francophone. Parce que tu cherchais un emploi d'éducatrice dans une institution. Voilà, en fait. simplement, à la base. Et puis, je me suis heurtée quand même pas mal de refus. Donc voilà, c'était pas forcément évident pour moi. Et puis, à un moment donné, je passais tous les jours devant un endroit où il y avait une grande pancarte à louer. Et puis, un jour, je suis allée visiter ces locaux et puis je me suis lancée, quoi. Donc, pour une crèche directement ? Pour une crèche directement. Alors, c'était pas tout de suite parce qu'entre-temps, j'ai eu une grossesse gémellaire. Puis je suis partie un peu en voyage aussi entre-temps, mais c'est vrai que l'idée me germait quand même d'avoir un endroit à moi et puis de pouvoir créer une institution un peu différente, avec des idées pédagogiques peut-être aussi plus arrêtées. Et je me suis lancée, quoi. C'était ton idée en étant indépendante que tu puisses créer ce que tu voulais toi, en fait ? Alors, je suis extrêmement indépendante, effectivement. Je suis d'une personnalité qui aime la liberté d'action. Donc, c'est vrai que dans les jobs que j'ai pu avoir, ça a fonctionné, mais j'avais toujours un peu mon mot à dire. Alors, il y a des patrons qui aiment ça parce que c'est stimulant, mais il y en a d'autres qui sont plutôt en retrait face à ce genre de personnalité. Et puis j'ai soit eu des gens très très ouverts à pouvoir communiquer avec moi et trouver des différentes solutions à différentes problématiques, et puis d'autres avec qui ça a été très conflictuel puisque j'avais une personnalité plutôt imposante. Alors je me dis que en parlant maintenant avec toi, que c'est vrai que finalement l'idée de devenir indépendante, ça m'a quand même toujours trotté un peu dans la tête, quoi. Donc là tu vois ce local vide. C'est un certain investissement. Comment tu t'y prends pour chercher des fonds ? Oui, concrètement. Alors concrètement, j'y vais un peu avec le culot, parce que là on me dit oui, tout est possible, vous pouvez faire des travaux, ça va vous coûter tant, et puis vous allez nous signer un petit bail de 5 ans, quoi.
Alors je dis, bon, 5 ans, et puis si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Bon, au pire, on viendra habiter là. Donc je signe, mais je n'ai pas encore l'autorisation à ce moment-là de pouvoir exercer mon métier et puis d'ouvrir une institution. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans un projet, en tout cas, il y a 12 ans, c'était comme ça, maintenant je ne connais pas les règles, mais il fallait avoir un bail à loyer signé pour pouvoir proposer le dossier à l'Office des mineurs de Berne. Donc ça commence par ça, donc ça commence par ça, okay. Oui. Donc du coup, il faut bien se lancer. Donc je me lance, je fais de la pub à gauche, à droite. Et puis finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de publicité à faire parce qu'il y a une telle demande que les gens arrivent, que les premiers clients en parlent à d'autres parents. Et puis petit à petit, j'ouvre l'Enfantaisie en août 2007. Et en janvier, je suis presque déjà pleine. Donc c'est vrai que ça va très très vite, à ce niveau-là. Et puis ça a toujours été en grandissant, en s'amplifiant. J'ai commencé à la rue du Four, où on avait des locaux d'environ 200 mètres carrés. C'était les fameux locaux que tu avais repérés. Voilà, exactement. Et puis du coup, de flambant neuf, avec une gérance prête à me faire signer ce bail de 5 ans. Et puis, c'est vrai que j'ai une capacité d'accueil à ce moment-là de 20 enfants par jour. Et puis aujourd'hui, pour faire un saut comme ça dans le temps, j'ai une capacité d'accueil de 70 enfants. Donc, j'ai plus que doublé, j'ai triplé. Puis c'est tout autre chose, mais j'ai toujours voulu garder en tête cette qualité d'accueil, cette pédagogie qui me tient à cœur, et puis quelque chose de réfléchi, quoi. C'est un endroit où on va accueillir l'enfant. Bien sûr qu'on accueille aussi les parents, mais on accueille l'enfant de manière réfléchie. On n'est pas juste un endroit où on, guillemets, le dépose, où on le garde, quoi. C'est pas une garderie, mais c'est bien un lieu où on va réfléchir ensemble, qui a une collaboration très étroite avec les parents, que nous, on va faire de notre mieux, bien évidemment, pour pouvoir accueillir ces enfants. Et puis, je tiens réellement à cette réflexion pédagogique, parce que c'est vrai que bien souvent, si on reste dans une crèche traditionnelle, on va pas forcément se questionner autour du bien-être de l'enfant, de ce qu'il peut ressentir. S'il y a une problématique avec un enfant, on ne va pas forcément aller plus loin que de simplement le retransmettre aux parents. Nous, on va se retrouver, on va faire des colloques, on va insister auprès des parents pour que là, il y ait une vraie collaboration aussi. Il y a un système pédagogique très, très en place. Alors, tu parles de système pédagogique. Tu l'as appris d'où, ce système-là, et quel est-il en fait? Alors, c'est vrai que ce n'est pas le terme, un système. C'est moi qui l'ai dit, mais ce n'est pas un système. C'est une approche. C'est une approche pédagogique qui porte le nom d'une pédiatre qui s'appelle Amy Pickler. Amy Pickler, vraiment pour résumer, parce que là, on pourrait faire un an. Mais l'idée, c'est qu'on respecte le rythme de l'enfant. Ça veut dire que même si dans l'imaginaire ou dans l'inconscient collectif, un enfant de 4 ans devrait avoir atteint ça, ça ou ça, mais qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller s'intéresser à pourquoi il n'est pas prêt. Donc, il y a une réflexion autour de son développement et de son rythme. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir dire cet enfant-là qui devrait changer de groupe maintenant entre la nurserie et les petits trotteurs, ça c'est des termes très techniques. S'il ne marche pas, même qu'il a atteint l'âge de passer chez les petits trotteurs, on ne va pas le passer encore parce que lui, il est encore bien là. Donc, ça part de petites réflexions comme ça qui peuvent mener à des réflexions où il y a des problématiques plus importantes au niveau familial, etc. Mais disons que Mme Pickler, elle avait une vision très en lien avec le respect réel de la personne, quoi. Elle s'est basée sur des observations. Elle est pédiatre à la base, ce qui veut dire c'est pas sorti de nulle part, c'était très carré. Et en observant tous ces enfants pendant toute sa longue carrière, elle s'est rendue compte qu'ils étaient à peu près tous pareils au niveau du rythme biologique, avec quelques mois de différence. Et ça devrait pas créer des paniques ou des grosses questions. Chacun mature à son rythme. Absolument, absolument. Et ça, c'est extrêmement important. Ou mûrit plutôt à son rythme. Mais il y a une maturité qui est différente selon l'enfant. Absolument, et puis qui est reconnue.
Parce que c'est vrai qu'un enfant qui, je sais pas, mais il y a plein de livres, il y a plein de littérature où on dit le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Qu'est-ce que fait un enfant de 2 ans? Qu'est-ce qu'il fait à 3 ans? Il y a des normes en fait. Oui, alors bon, oui, on sait tous qu'un ado, il ne devrait pas faire certaines choses, mais ils le font sans cesse et on ne s'insurge pas à chaque fois. Mais je veux dire, il y a quand même une espèce de relativité à avoir aussi sur ces normes et puis de ne pas mettre de gravité si cet enfant n'est pas encore entré dans cette norme, etc. Et j'aime beaucoup ça parce que finalement, ça nous permet d'avoir une lecture un peu différente sur ces enfants qui sont pressés de plus en plus vite. Et la crèche, c'est encore un lieu où ils jouent. Donc, je tiens très, très fort à ça. Parce que ces enfants qui viennent à l'enfantaisie, ils ont la possibilité de jouer. Ou s'ils sont fatigués... C'est pas des activités l'une après l'autre, c'est des jeux ou pas. Voilà. Donc nous, on appelle, ça fait partie de notre jargon quotidien, c'est le jeu libre. Donc ça porte extrêmement bien son nom parce que cet enfant qui arrive le matin à 7 heures, qui s'en va à 6 heures moins le quart... Ben, s'il est sans arrêt poussé, stimulé, surstimulé avec toutes ces éducatrices remplies de bonnes idées, à un moment donné, lui, voilà, à 2 ans, il n'est pas intéressé par ça. Tu as 70 enfants dans cette crèche. Bon, ils ne sont pas tous toujours à 70. Exactement. Voilà, tu n'as pas toujours un effectif maximal. Exact. Mais cette pédagogie que tu donnes, elle fait un petit peu penser que tu les traites en individus. C'est-à-dire, tu les regardes en tant que petites personnes individuelles. Ça veut dire que tu passes peut-être plus de temps avec chacun. Comment Absolument. ça se passe pour pas avoir... Parce que dans une crèche, c'est un petit peu le truc, c'est l'effet de groupe. Tout le monde va à la sieste, tout le monde mange. Enfin, moi, j'ai un peu cette idée-là. C'est pas la maman de jour non plus. Donc, comment tu fais, toi, pour traiter ces petits individus Dans le rythme d'une journée type, par exemple, c'est vrai que plus ils grandissent, plus ils feront les mêmes choses au même moment. Parce que les besoins varient un petit peu moins quand ils ont 3-4 ans que quand ils sont bébés et qu'ils viennent d'arriver à la crèche, qu'ils ont 4 mois. Ben voilà, tout dépend. Les 4 mois antécédents, ils n'auront pas forcément envie de manger tous à la même heure. Donc on organise en fonction de chacun. Donc, il y a une véritable organisation qui se crée autour du rythme et du besoin de l'enfant. Mais comme je dis, un trotteur, donc les trotteurs chez nous, c'est à partir de 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à 3 ans. Ben, c'est l'âge vraiment pic au niveau de l'individualité, de découverte, du nom, de je te frappe, de je te griffe, tout est en pleine explosion. Et du coup, si on crée un cadre encore plus fermé pour eux, ça va être contre-productif. Donc, celui qui aura une tendance un peu plus agressive le sera encore plus. Il va résister, quoi. Il y a des résistances qui se créent, qui sont absolument visibles et audibles et tout ça. Donc là encore, on crée des moments individuels, par exemple. Il y a les tout petits, les petits trotteurs et les grands. Et puis, il y a à chaque fois une responsable avec 2 ou 3 assistants. On les appelle les assistants, mais on pourrait aussi appeler stagiaires ou étudiants, ou ils viennent de différentes écoles. Voilà. Les gens doivent répondre à des critères de formation quand même assez stricts. Je ne pourrais pas engager une enseignante d'école enfantine. Elle ne répondrait pas aux mêmes critères qu'une assistante socio-éducative ou une éducatrice. Et est-ce qu'il y a des garçons qui font ce métier? Oui. Et je prône ça parce que c'est vrai que là encore, c'est un petit peu différent que les autres crèches parce que souvent les parents, j'ai eu quelques conversations avec certains parents, de nouveau, c'est pas la majorité, mais qui ont des craintes qui sont pas forcément fondées. Quand on les questionne un peu plus, ils n'arrivent pas vraiment à expliquer pourquoi. Mais ils veulent pas un garçon? Mais c'est bizarre d'avoir un garçon dans une crèche. Alors, moi, j'en ai quand même quelques-uns. Et puis, par contre, c'est très reconnu par certains autres parents. Donc, ça commence maintenant à être un peu un paysage habituel à l'enfantaisie. Et puis, moi, j'ai réellement envie de continuer sur cette lancée parce qu'ils apportent autre chose. Ça passe ou ça passe pas avec l'enfant. Tandis que l'enfant qui a l'habitude finalement de tous ces visages féminins, se dit j'essaye là, on verra bien. Avec les garçons, ça se passe de manière un peu plus directe.
J'ai pu constater ça en tout cas à l'interne, et puis les garçons sont épanouis de faire ce métier qui est juste aujourd'hui normal, quoi, je trouve. Tout à fait. Que d'avoir des figures masculines avec les enfants. Enfin, il y a plein de profs, par exemple, et ça choque pas. Pourquoi avec les plus petits, ça devrait choquer? Mais c'est vrai que j'ai entendu certaines choses, encore une fois, pas abouties et pas tellement réfléchies, c'est plus du ressenti. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Et puis, ça amène aussi d'un point de vue égalité, et puis d'un point de vue échange d'idées, en colloque, quand on se retrouve. D'autres points de vue, évidemment. D'autres points de vue qui sont quand même pas unilatéraux, et puis pas uniquement féminins, et puis ça se passe très bien. Et avec les parents, alors comment tu fais pour déjà leur présenter ta crèche? Le moyen le plus direct, c'est de nous appeler et puis après de passer par le site internet pour inscrire l'enfant. Donc j'ai un site internet qui est assez développé. J'utilise passablement les réseaux sociaux aussi pour communiquer toutes les choses un peu plus particulières qu'on fait à la crèche, parce qu'on fait aussi des soirées et ça plaît. Ça reste une petite ville, Bienne, donc c'est vrai que à nouveau, dès qu'on sort du cadre, les gens, c'est peut-être pas la première édition qu'il y aura un grand succès, mais les gens en entendent parler, ça vient de plus en plus dans leur mémoire. Faut le faire pendant le First Friday, puis c'est bon. Exactement, on a eu cette idée. Vous n'êtes pas loin en plus. Absolument, on a eu cette idée il y a pas très longtemps, et puis voilà, peut-être qu'on va développer ça. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés avec les parents le plus souvent? Je peux pas faire une généralité. Ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être? Un manque de communication, un manque de clarté s'ils ont eu des questions où ils ont peut-être un peu de peine à venir en parler directement à l'éducatrice, et du coup ça crée une petite animosité, et puis l'enfant le ressent, et puis comme il y a une triangulation, parce que c'est quand même important, la collaboration dont je parlais tout à l'heure entre le parent, l'éducatrice et l'enfant, parce que l'enfant il est là au milieu et voilà, il veut être loyal envers ses parents, et puis il nous aime bien aussi, donc ça peut créer des choses pas très saines. Mais je dirais que moi, je suis très directe, donc s'il y a un souci quelconque, je suis là, on peut en parler, et puis bien souvent, une fois qu'on a commencé à en parler, il y a tout qui s'apaise. Je peux pas dire il y a un souci en général, ça pourrait être de l'ordre de la communication qui est pas fluide, mais c'est vite résolu parce que j'ai l'envie et le devoir que les choses s'éclaircissent et que tout le monde soit bien, quoi. Ça vient vite dans l'émotionnel, j'imagine. C'est très, très émotionnel parce que c'est lié à l'affect, parce que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher. Donc évidemment que s'ils ressentent quelque chose qui ne va pas, je ne sais quelle problématique, puis qu'ils n'arrivent pas forcément à l'exprimer, nous, on peut aussi faire un bout vers eux parce qu'on ressentira bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais je pense que ça, c'est de l'ordre un peu du management général, parce que moi, je suis, encore une fois, plutôt directe, mais j'ai besoin de savoir ce que les gens ressentent après. Ma mission, c'est de pouvoir accueillir l'enfant dans des manières et dans une fluidité qui est importante, d'un point de vue, bien sûr, professionnel, mais après, d'humain à humain. Et si ça se fait pas, ça va être compliqué, complexe pour moi de continuer la collaboration. Puis d'ailleurs, j'ai un document qui s'appelle le règlement, qui est donné aux parents, qui n'est pas forcément que des règles, mais là-dedans, on parle de collaboration. Puis je dis, c'est pas seulement un lieu où vous allez déposer votre enfant le matin puis revenir le chercher le soir, mais vous vous rendrez bien compte que nous, on fonctionne aussi un peu comme une famille malgré tout. On se connaît, on veut le mieux pour tout le monde, et puis sentez-vous libre de nous dire ce que vous avez sur le cœur, quoi. J'ai une dernière question, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps, ça passe très très vite. Ça passe très vite. Tu as voyagé, notamment aux États-Unis. Oui. Est-ce que les États-Unis ou d'autres pays t'ont inspiré pour l'éducation, ou en tout cas cette pédagogie? Est-ce que tu as été inspiré par les autres pays? Oui, mais alors absolument pas par les États-Unis. Donc ça, c'était mon premier voyage quand j'avais 18 ans, et puis qu'il fallait que je m'en aille vite de mon Jura natal pour aller un petit peu voir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Mais j'ai été inspirée, oui, j'ai voyagé dans tous les continents, à part l'Océanie. Je l'ai fait beaucoup avec mes enfants aussi depuis qu'ils sont tout petits. Donc, je suis absolument inspirée par tout ce que je découvre à l'extérieur de Bienne, de la Suisse. Ah oui, extrêmement. Et puis, j'ai aussi travaillé dans l'humanitaire, donc j'ai vécu aussi des situations qui n'étaient pas forcément agréables à vivre. J'ai été dans le bush, j'ai vécu au Malawi, en Afrique, pendant 6 mois, où j'ai distribué des préservatifs dans le bush, où il y avait
tout un truc dont on n'a pas forcément... déjà pas l'habitude, et puis j'étais jeune, et puis... C'était les prémices de ton métier, ouais, littéralement. Absolument. Distribuer des préservatifs. Ouais, je l'avais pas vu sous cet angle, c'est intéressant. Mais disons que oui, le voyage en soi m'inspire énormément. Le voyage est extrêmement important dans ma vie. Et tu le partages avec les enfants quand tu voyages? Les enfants de la crèche. Les enfants de la crèche? Pas forcément de manière frontale et directe, mais je pense d'un point de vue... de ma personne et de ce que je peux leur apporter en termes d'énergie, oui. Ça, je pense que oui. En bonnes ondes. En bonnes ondes positives. Exactement. Alors, c'est ce qu'on va transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie Marsilia. À bientôt. Merci, Isabelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.